Ok. Alors, le développement de la différenciation sexuelle d'un point de vue général, donc vous vous en doutez un peu, je pense, c'est un processus qui est très complexe, qui est long, hein, qui s'achève finalement, en gros, à l'âge adulte, et donc après la puberté. Et on va voir comment ça se passe dans notre espèce, dans l'espèce humaine, qui est la façon dont ça se passe aussi chez les mammifères. Euh, et on va voir que d'abord, il y a un sexe génétique qui est déterminé à la fécondation. Ensuite, va s'établir se différencier le sexe de la gonade en testicule ou ovaire. Et puis, ultérieurement, vont se différencier les structures spécifiquement féminines ou masculines au niveau des organes génitaux internes et des organes génitaux externes. Et donc, voilà les trois grands territoires que ça va, type de structure que ça va concerner, c'est les gonades, les voies génitales et les organes génitaux externes. Les gonades sont, vous savez, les endroits où les organes où se produisent les cellules germinales, où sont produites les cellules germinales, les gamètes, et par ailleurs, ils sont la source de sécrétions hormonales, différentes chez l'homme et chez la femme. Les voies génitales, qu'on appelle les conduits génitaux ou aussi anciennement les organes génitaux internes, sont les structures dans lesquelles les gamètes transitent, maturent éventuellement, et dans le sexe féminin, où s'effectue la fécondation et le développement de l'embryon et du fœtus. Et les organes génitaux externes sont en gros ceux qui servent à l'accouplement. On va voir que pour toutes ces structures, on passe. D'abord, beaucoup des choses se situent dans une partie de l'embryon, ça commence très tôt, une partie de l'embryon qui est le mésoblaste intermédiaire, et qu'à chaque fois on passe par une ébauche indifférenciée, c'est-à-dire d'aspect identique quel que soit le sexe de l'embryon, et puis ensuite une étape de différenciation. Donc je disais le mésoblaste, vous m'interrompez hein, si vous voulez. Le mésoblaste intermédiaire, c'est, bon, vous vous souvenez de l'embryologie, hein, enfin du développement de l'embryon. Là, vous avez une coupe transversale, vous la reconnaissez, je pense, d'un embryon qui a déjà fermé son tube neural, par exemple. Hein, donc on a le tube neural ici, et il y a donc une séparation entre le neuroblaste et l'épiblaste, qui va constituer le revêtement externe de l'embryon. Et puis, vous vous souvenez qu'au départ, donc on a un épiblaste, un neuroblaste. Au départ, on avait un octoblaste, un entoblaste à la face opposée, et entre les deux, un mésoblaste, suite à la gastrulation. Donc, les choses se sont rapidement transformées. On n'a plus simplement des petits feuillets d'une couche de cellules. On a beaucoup de cellules et le tube neural s'est fermé. Ici, on reconnaît les crêtes neurales. De l'autre côté, l'entoblaste va constituer le revêtement du tube digestif primitif et toutes les structures qui vont en dériver. Et puis entre les deux, eh bien, on a ce mésoblaste qui s'est différencié en plusieurs territoires. Et on distingue sur une coupe transversale comme ça. De chaque côté du tube neural, il y avait le mésoblaste paraaxial. Ensuite, à l'opposé, autour, sur la périphérie de l'embryon, qui est maintenant en train de se replier, on avait le mésoblaste latéral. Et puis entre les deux, on a le mésoblaste intermédiaire, celui qui se segmente pour former des somites. D'accord ? Là, on ne le voit pas, c'est une coupe transversale. Le mésoblaste latéral, vous vous en souvenez, se scinde en deux feuillets qu'on appelle la somatopleure et la splanchnopleure. D'accord ? Entre les deux se forme une cavité qui est le cellome, qui sera le cellome intra-embryonnaire une fois que l'embryon aura achevé de sa délimitation. Donc, en fait, ce mésoblaste intermédiaire, c'est cette région-là, et on va voir que c'est dans la partie superficielle par rapport au cellome intra-embryonnaire, hein, celle qui est sous la surface, sous la paroi du cellome intra-embryonnaire, que va se développer en grande partie cet appareil génital, et notamment, pour commencer, l'ébauche de la gonade. Voilà une vue qui est un petit peu plus réaliste d'un embryon. Enfin, vous avez le schéma correspondant là, et dans ce mésoblaste intermédiaire, donc, qui
qui est représenté ici, eh bien, on aura le développement en surface de notre appareil génital. Vous savez aussi que c'est là que se développe une volumineuse structure dont on va parler à plusieurs reprises, qui est le mésonéphros, qui est une ébauche d'appareil rénal, mais qui ne devient pas réellement un appareil rénal fonctionnel dans notre espèce. Ça va? Alors on continue et on commence par la gonade. Donc cette gonade va se développer avec comme composants principaux, il faut quoi? Il faut des cellules germinales, et ce sont donc les gonocytes primordiaux qui vont participer à la constitution de cette gonade. On va voir d'où ils viennent. C'est également le tissu local, c'est-à-dire l'épithélium célomique et le mésenchyme sous-jacent. Quand on dit mésenchyme, hein, c'est un tissu conjonctif primitif, peu différencié, mais qui est amené à se différencier. Et puis, un petit peu plus en profondeur, le mésonéphros. Voilà les trois acteurs là, qui vont être concernés par la constitution de cette ébauche gonadique, au départ indifférenciée. Alors ces cellules germinales, ces gonocytes primordiaux, ben, ils ont une origine qui est, pour autant qu'on puisse les repérer classiquement, hein, qui est à la vraiment limite extra-embryonnaire, même dans un territoire extra-embryonnaire, qui est dans la paroi de la vésicule vitelline, tout près de l'implantation de ce diverticule qu'on appelle l'allantoïde. Donc c'est vraiment l'extrémité postérieure de l'embryon, plutôt du côté ventral. Voilà, ici vous avez un autre schéma qui vous représente la situation de ce lieu où apparaissent au début les cellules germinales, les gonocytes primordiaux, qui se manifestent par une morphologie. Alors c'est à 3 semaines du développement, hein. Vous voyez que c'est très précoce. Et c'est des cellules qui sont de grande taille, qui ont une activité mitotique importante, qui ont également une activité phosphatase alcaline importante. C'est une façon de les reconnaître, les distinguer des cellules environnantes. Et très rapidement, elles vont, tout en proliférant, entamer une migration, qui est une migration active, hein. C'est des cellules qui émettent des pseudopodes, qui interagissent avec la matrice extracellulaire et qui se déplacent, et migration qui va les faire remonter en direction plutôt dorsale pour aller se loger sous l'épithélium célomique, donc au niveau de ce mésonéphros, et plus précisément au niveau d'un renforcement, d'un sorte de bourrelet vertical qui se crée à la même période sous l'épithélium célomique à partir du mésonéphros et qu'on appelle la crête génitale. Donc des deux côtés, ces cellules vont passer par le mésentère, hein, donc dans le tissu conjonctif qui est sous le futur péritoine, et ils vont arriver dans la paroi dorsale de l'embryon et venir se loger dans cette région-là, dans ces deux régions-là. Donc là, vous avez une vue en coupe sagittale et là, une sorte de schéma de 3/4. La même chose pour vous représenter la situation de cette crête génitale et donc de l'ébauche gonadique à la partie superficielle du mésonéphros. Ce mésonéphros, il est bordé à l'extérieur par un canal, qui est le canal mésonéphrotique, qu'on appelle aussi le canal de Wolff, traditionnellement, et qui est le canal qui, en fait, dans lequel se terminent les tubules mésonéphrotiques, qui sont en fait des ébauches de néphrons, hein, des petits tubes en S, comme ça, avec une extrémité interne en cupule, associée à un petit élément vasculaire. Et donc, c'est à leur extrémité distale, externe, ces petits tubules se jettent tous dans un canal qui court verticalement le long du mésonéphros pour venir se terminer dans
ce qui est alors encore un cloaque, c'est-à-dire une terminaison commune entre le futur système urinaire et le futur système digestif. Il n'y a pas encore de distinction entre le rectum et le sinus urogénital qu'on va voir après. Et donc en coupe transversale, voilà ce qui se passe. On a les cellules germinales qui arrivent par le mésentère, qui sont donc dans le mésenchyme, là, et qui viennent se localiser dans ce renflement vertical du mésonéphros, avec plus en profondeur, donc, mais quand même très à proximité, des éléments mésonéphrotiques, et à l'extérieur, le canal de Wolff. Vous voyez qu'il y a un autre canal aussi qui va être présent à la même période, qui est le canal de Müller, sur lequel on va revenir après. Sur une coupe d'embryon avec la même technique que la précédente, hein, c'est de la microscopie électronique à balayage. On reconnaît donc le tube neural, on reconnaît la partie l'épiblaste, le mésoblaste, et puis vous voyez ce volumineux renflement que constitue le mésonéphros, et ce petit renflement supplémentaire qui est la crête génitale de chaque côté, avec, on vous a localisé de chaque côté le canal mésonéphrotique. Bon, là c'est chez la souris, ça correspond à peu près à 6 semaines chez l'homme. Et donc, voilà un autre aspect, hein, avec un plus fort grossissement. Bon, ça vous donne une idée aussi de la dimension des structures. Hein. À cet âge-là, c'est quand même tout petit, hein, parce que vous voyez qu'on voit les cellules. D'accord ? Donc, il y a certes des centaines et même des milliers de cellules, mais c'est quand même très petit. Tout le monde est d'accord pour dire que là, c'est quoi comme cavité ? Le cœlome, exactement. Bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore? Donc, une migration active, hein, en même temps qu'une migration, enfin, un déplacement passif, parce que l'embryon, il grandit. Et donc, à partir du moment où toutes les parties ne grandissent pas à la même vitesse, il y a des structures qui ont un déplacement passif. Mais là, il y a une vraie migration active, et cette gonade primitive donc, est constituée à la 5e semaine du développement. Donc, vous voyez, 3 semaines. 5 semaines, on a une gonade indifférenciée qui comporte quelques 2000-3000 gonocytes primordiaux et qui est disposée donc à la face, on dit la face interne du mésonéphros. Vous avez vu que c'est un petit peu plus interne qu'externe sous l'épithélium cœlomique. Alors, il va y avoir également prolifération des cellules mésenchymateuses sous-jacentes, des cellules de l'épithélium cœlomique, et tout ça forme des sortes de travées cellulaires qui associent les cellules de l'épithélium cœlomique et des cellules germinales entourées par des cellules du mésenchyme sous-jacent. Ce stade indifférencié va persister jusqu'à la 7e semaine si l'embryon est de sexe génétique masculin, jusqu'à la 8e semaine s'il est féminin. Ce qui veut dire que les éléments morphologiques caractéristiques du développement masculin vont être visibles en gros une semaine plus tôt que ceux du développement féminin. Ça ne veut pas forcément dire, on reviendra ensuite sur les mécanismes, que le développement féminin s'enclenche plus tard. Je ne saurais pas vous dire d'ailleurs, mais je pense que ça n'est pas... Finalement, c'est peu probable. Ensuite, donc on a des cordons cellulaires. Voilà. Alors, le développement, voilà, vous avez une vue un agrandissement ici, donc du mésonéphros, le canal mésonéphrotique, la gonade primitive, crête génitale, hein, et puis le canal de Müller.